Il y a 40 ans, le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, à l'époque en URSS, subissait une défaillance technique. C'est le plus grave accident depuis que des centrales existent dans le monde. Le feu consume le cœur de la centrale et les responsables de la sécurité sont pour l'instant incapables de l'arrêter. Un nuage radioactif se déplaçait vers l'Europe de l'Ouest, inquiétant les populations pour leur santé. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Pourquoi la radioactivité est nocive pour notre corps et quels sont les risques liés aux incidents nucléaires ? Je vous explique tout ça avec pour prétexte ce triste anniversaire. C'est dans la Minute Science de cette semaine. La Minute Science de MC et Alsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Alsa Science. Alors, tout d'abord, pourquoi la radioactivité est nocive pour nous, humains ? En réalité, la radioactivité est un phénomène naturel. La plupart des éléments autour de nous sont radioactifs, mais dans de très faibles quantités. Je vous ai expliqué plus en détail ce que c'était dans l'épisode 15 du podcast sur le fonctionnement des centrales nucléaires, et donc je vous conseille d'aller l'écouter si vous voulez en savoir plus sur le sujet. On parlait notamment de la radioactivité du carbone pour la datation archéologique. Et ce carbone, il est partout, aussi bien dans notre corps que dans toute la matière organique. Et lui est par exemple très légèrement radioactif. Donc revenons-en au rayonnement radioactif. Les différentes particules qui peuvent être libérées par ce phénomène, le problème c'est qu'elles peuvent venir endommager les molécules complexes qui se trouvent dans nos cellules et assurent le bon fonctionnement de notre corps. C'est le cas du fameux ADN, qui encode nos caractéristiques génétiques et que nos cellules se transmettent les unes aux autres. Et si ce code se retrouve endommagé durablement chez certaines cellules, ça peut être à l'origine de pathologies, comme le cancer par exemple, où une première cellule endommagée va se reproduire très très vite et former une tumeur de cellules toutes endommagées. Alors, je vous rassure d'avance, comme la radioactivité est partout et plus généralement comme beaucoup de phénomènes naturels peuvent endommager notre ADN, ça va des UV quand on s'expose au soleil, à simplement des erreurs pendant la copie même de l'ADN pour créer de nouvelles cellules, notre corps a des solutions. Il est constamment en train de réparer les brins d'ADN endommagés pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Le fait que l'ADN soit une double hélice, par exemple, permet une certaine forme de redondance, parce que l'information est codée en double en quelque sorte. Parfois, des changements persistent. C'est ce qu'on appelle des mutations. Mais ce n'est pas toujours négatif. C'est aussi ça qui a permis à la vie d'évoluer de simples bactéries jusqu'à toutes les espèces qu'on connaît aujourd'hui. Mais bref, cette machinerie de correction de l'ADN a ses limites. Elle peut gérer un certain nombre d'erreurs, mais si le niveau de radioactivité est trop élevé, comme c'est le cas lors d'une catastrophe nucléaire, ça ne suffit plus et l'ADN se casse en beaucoup trop d'endroits à la fois pour que le corps puisse suivre. Et c'est donc pour ça qu'on voit une augmentation, notamment du nombre de cancers. Si un réacteur nucléaire se retrouve endommagé, des éléments hautement radioactifs peuvent s'en échapper en grande quantité. Krypton, xénon, strontium, césium sont des exemples de ces éléments, mais le plus connu est sûrement l'iode, parce qu'elle est absorbée par notre thyroïde et continue d'être radioactive dans notre organisme une fois absorbée. Une des solutions pour éviter ça, c'est la prise de comprimés d'iode lors d'une catastrophe nucléaire. De tels comprimés sont d'ailleurs souvent distribués aux personnes habitant à proximité immédiate de centrales, au cas où, l'idée étant que si l'iode non radioactif est déjà fixé par la thyroïde, l'iode radioactive, elle, sera évacuée. Pour ce qui est de la France, le consensus scientifique et épidémiologique à l'heure actuelle est qu'il n'y a pas eu d'augmentation mesurable du nombre de cancers de la thyroïde suite à la catastrophe de Tchernobyl. Ces cancers étaient malheureusement déjà en augmentation dans la population française depuis le milieu des années 70. Comme d'habitude, je vous joins toutes mes sources en description de cet épisode. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'augmentation due à la catastrophe, c'est évidemment une bonne nouvelle, car un impact a pu être mesuré notamment chez les enfants de moins de 5 ans dans les pays voisins de la centrale. En revanche, la mise en place et la communication de l'époque au moment du passage du nuage de particules radioactives au-dessus de l'Europe de l'Ouest est révélatrice.
Alors que les chaînes météo françaises assuraient que le nuage s'arrêterait à la frontière en France, l'Allemagne mettait en place des mesures restrictives pour protéger ses citoyens. Au final, on le sait aujourd'hui sans équivoque, le nuage radioactif est bien passé, notamment dans l'est de la France. Mais on peut sûrement imputer au manque de transparence de l'époque une forme de défiance actuelle par rapport à cet incident, car l'opinion publique reste bien souvent persuadée qu'il y a eu des impacts sur la santé des gens en France. Un rappel de plus, si besoin était, qu'avoir un gouvernement transparent qui base ses décisions immédiates sur la science et la protection de ses citoyens est un must. C'est tout pour cette semaine, désolé pour le petit retard ce lundi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast si les sujets qu'on y traite vous intéressent. Et sur ce, je vous dis à très vite. Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon production.